C'est vrai qu'on est condamné à un certain immobilisme pour ne pas, en contentant certains, mécontenter d'autres. Je ne crois pas du tout, d'abord parce qu'il y a des choses, il y a un Himalaya qu'on est obligé de gravir, c'est l'Himalaya budgétaire. Absolument. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va bien falloir qu'il y ait un budget avec les contingences qui viennent d'être évoquées, qui sont à la fois de réduire les dépenses, de trouver des formes de justice fiscale, de faire en sorte que ça ne vienne pas pénaliser la compétitivité, l'attractivité, la dynamique économique. Donc ça, c'est un Himalaya qu'il va bien falloir gravir ensemble. Sinon, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est ce soir, de voter une loi spéciale, qui est un expédient, au fond, c'est déjà pas mal. Ça permet quand même d'assurer le fonctionnement quotidien de l'État et de payer les fonctionnaires, de payer les retraites, enfin bref. Enfin, ça n'est pas un budget qui permet d'avancer sur un certain nombre de sujets. D'accord. Et pour faire cette ascension, il faut une cordée. Donc, quel coéquipier? Plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre? C'est la difficulté qui vient d'être évoquée, parce que c'est un élément d'équilibre. Alors j'entendais d'ailleurs certains, l'autre jour à la réunion chez le président de la République, qui disaient qu'on accepte des concessions. Alors, l'idée, c'est pas de faire plier les autres, pas plus François Bayrou de faire plier les uns ou les autres. L'idée, c'est de trouver des compromis. Parce que si on passe son temps à dire j'ai gagné ça sur qui sur la droite ou j'ai gagné ça qui sur la gauche, on essaie de porter le scalp d'une victoire qui ne peut pas. Enfin, c'est déjà un état d'esprit, me semble-t-il. Deuxième élément, il faut qu'on essaye de permettre à chacun de retrouver un certain nombre de sujets sur lesquels il est attentif. Il y a le sujet des retraites. Vous l'avez évoqué. Enfin, vous l'avez évoqué. Le sujet des retraites est un sujet à la fois qui est un sujet de grande crispation dans le pays, reconnaissons-le. François Bayrou dit depuis longtemps qu'il y a la réforme telle qu'elle est là et que par ailleurs il faut regarder quels sont les chemins qu'il faut ouvrir, y compris au travers d'une conférence de financement pour regarder, un, l'équilibre, et deux, ce qui peut être acceptable par les uns et les autres. Donc ça, changer l'âge de départ à la retraite, par exemple. J'ai pas dit ça, mais il faut. Il m'appartient pas à moi de dire ce que François Bayrou. C'est pour ça qu'il consulte tout le monde. C'est pour voir les points d'équilibre. Il y a les sujets régaliens. Vous avez parlé des sujets d'immigration. Il y a pour moi, me semble-t-il, sur les sujets d'immigration, d'abord l'application des 40 textes, 36 textes. Décrets qui parfois n'ont pas été pris, mais des textes légiférants il y a 5, 10 ou 15 ans, qui eux-mêmes n'ont pas montré, ne se sont pas déployés dans leur totalité. Et c'est un sujet. Mais il faut aussi regarder... voilà, c'est toute la difficulté, c'est de faire des points d'équilibre, mais j'essaie de faire en sorte moi-même de ne pas dire il y a des lignes rouges. Parce que si on rentre avec l'idée qu'il y a des lignes rouges et qu'en fait on essaie de gagner sur le voisin... Tout le monde a des lignes rouges. Oui. Là, dans le débat public, là, c'est l'un des termes les plus employés. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que la méthode employée de réunion bilatérale et plutôt en petit format est utile, parce que ça permet à chacun de dire les choses, pas sous l'œil, des caméras. Pas sous l'œil des autres. Et pas sous l'œil des autres, ce qui peut avoir un intérêt dans un certain nombre de cas, et ça permet aussi d'avancer en se disant quels sont les écueils, sans les rendre publics tout de suite, pour regarder si on peut trouver un terrain de convergence. C'est la raison pour laquelle François Bayrou n'a pas suivi la méthode que lui indiquait le président de la République, qui disait qu'il fallait justement organiser une assemblée... Le format Élysée, comme il se dit depuis une semaine. Mais elle n'est pas antinomique du format Élysée. Le format Élysée, c'était pour rassembler un certain nombre de gens qui, manifestement, n'avaient pas envie que nous voguions, pardon de l'expression, de censure en censure. Et qui avaient le sentiment qu'il fallait qu'on trouve une voie de sortie, compte tenu de ce qui s'était passé la semaine précédente avec Michel Barnier. Et donc l'idée, c'était d'ailleurs pas le fond. Et le fond, il ne peut pas se traiter en collectif. L'idée, c'était de regarder la méthode qui permettait de se dire... Alors, c'est là qu'est sorti et a émergé, d'ailleurs, plutôt des rangs de la gauche, l'idée d'une non-participation, non-censure comme une forme d'avancée méthodologique, si je peux dire. Après, il reste le fond, mais le fond, ça se fait pas... Enfin, j'adore les réunions, mais les réunions à 25 ne servent pas à grand-chose. Il vaut mieux le faire en bilatéral ou en trilatéral. Est-ce que François Bayrou a une feuille de route et une sorte d'échéancier? Aujourd'hui, c'était des consultations... Mais demain aussi. Quand commenceront les négociations? Quand vont commencer les discussions pour la formation d'un gouvernement? Est-ce que tout ça est organisé? Est-ce qu'il y a un échéancier? Ça dépend à la fois de ce qu'il veut faire lui. Les consultations se déroulent aujourd'hui et demain. Sans doute y en aura-t-il d'autres dans le cours de la semaine. Il y a par ailleurs, mais on y reviendra, le sujet de Mayotte. Donc, enfin, tout ça... Il y a des échéanciers qui sont parfois perturbés. J'ai le sentiment qu'il faut qu'on arrive à trouver l'équation gouvernementale en même temps que l'équation politique. Parce que si on dit, je fais le casting, pardon du mot, et après on verra si on est d'accord, ça peut d'abord blesser. C'est ce qu'avait fait Michel Barnier. Oui, alors moi j'avais dit, je ne fais pas reproche à Michel Barnier, parce que j'avais fait la réunion, ce qu'on avait appelé, vous savez, la réunion de la dernière chance, pour savoir s'il pouvait composer son gouvernement. J'avais dit une chose simple, j'avais dit, disons-nous ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, parce que ça permettra au moins de s'éviter des écueils. Malheureusement, mais
Je pense que c'était au groupe politique à l'époque que les choses auraient dû se faire dans les groupes politiques. On aurait dû dire quels sont les attendus qu'on a d'un point de vue budgétaire les uns et les autres. Et du coup, ça a provoqué des difficultés, y compris dans le socle. Vous l'avez vu, donc je ne vais pas dire le contraire. On a quand même besoin de se dire ce sur quoi on peut cheminer, même si on n'est pas dans une coalition à l'allemande où tout est écrit. Mais au moins, ce sur quoi on peut cheminer comme thématique et ce sur quoi, manifestement, il y a trop de divergentes, et il faut essayer quand même pas les mettre sous le tapis. Ça a été dit l'autre jour, d'ailleurs, chez le président de la République. Le sujet de l'immigration est un sujet qui existe en France. Le sujet des retraites est un sujet qui existe en France. On ne va pas le mettre sous le tapis, mais la question, c'est quelle méthode on a pour essayer que ce ne soit pas un écueil, mais que ce soit un point de convergence. Est-ce que François Bayrou a les moyens de ses ambitions de rassemblement ? Il en a en tout cas les capacités, n'est pas nouveau chez lui. Les moyens... Dans cette affaire-là, il n'y a pas que François Bayrou. Il faut que chacun se donne les moyens de ce rassemblement. Parce que si vous avez des acteurs dans le jeu, entre guillemets, si tant est que ce soit un jeu, ce que je ne crois pas, qui ne veulent pas. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est, il le dit souvent d'ailleurs, c'est une forme d'ambiance qui permette de cheminer progressivement. Je ne crois pas au grand soir dans ce genre d'affaires. Vous voyez bien d'où vient parfois le Parti socialiste dans son alliance avec la France insoumise. Je reconnais, je l'ai souvent dit, même si je regrettais qu'il se soit lancé dans cette alliance, que c'était compliqué de sortir d'une alliance comme celle-là. Je sais ce que ça a été pour nous, en 2012 par exemple, de sortir d'une alliance automatique. 2012, sortie de l'UMP. Sortie de l'UMP. Enfin, 2002, refus de l'UMP, 2012, on s'est affranchi complètement. Et donc, j'essaie de respecter chacun dans la difficulté, y compris parfois des difficultés électorales, parce que si je commence à dire il n'y a que des oukases, il faut sortir, il n'y a qu'à Faucon, je n'aide pas ceux qui ont envie de se mettre au service du pays. Parce que ce que j'entends dans un certain nombre de responsables de gauche, évidemment de ceux qui étaient dans le socle, c'est quand même la volonté, et je crois qu'elle est sincère, de se mettre au service du pays. On ne peut pas, je répète, de mois en mois aller de censure en censure, parce que le pays va être dans une forme de tension, qui est une tension qui est, moi, je crois, très dangereuse, et pas seulement une tension de marché financier. Quand vous parlez aux acteurs économiques, ils ne savent pas les aides et les dispositifs qui vont être mis en place. Il y a rien les acteurs économiques, quand bien même des mesures soient mauvaises, ils préfèrent les connaître. Ce que détestent les acteurs économiques, c'est de ne pas savoir où ils vont. Et donc, ne pas avoir un budget, c'est pour des acteurs économiques, pour des acteurs sociaux, pour des acteurs... Enfin bref, pour les collectivités locales, ne pas savoir comment ça va se passer, c'est un risque immense. Mais qu'est-ce que vous dites aux socialistes lorsqu'ils annoncent que si l'un des leurs accepte d'entrer au gouvernement, il sera immédiatement exclu? Vous leur dites quoi? D'abord, je sais ce que c'est que le débauchage pour l'avoir vécu il y a fort longtemps, donc c'est jamais agréable, et je ne crois pas que ce soit la volonté de François Bayrou. Donc... Mais en même temps, le sujet n'est pas seulement la question d'aller chercher, de piquer à un socialiste pour dire on a les socialistes avec nous. Enfin, c'est pas du tout la philosophie de François Bayrou. La question avec les socialistes, ils gèrent leur intendance, si je peux dire partisane, comme ils veulent vis-à-vis de ceux qui auraient envie. Mais la question avec les socialistes, vous ne pouvez pas à la fois leur dire est-ce qu'on n'a pas des choses qu'on peut partager dans un projet et après faire des actes qui ressembleraient à des actes de trahison pour eux. Donc il faut qu'on trouve... Que les partis politiques, j'en sais quelque chose, pour être premier vice-président du MoDem, essaient de maintenir l'ordre dans les rangs, c'est une chose. Mais de toute façon, François Bayrou n'a pas l'intention de chercher des faire-valoir. Il a l'intention d'essayer de trouver un chemin avec eux comme avec d'autres. Et je pense en particulier à tous ceux, parce que je n'oublie pas, nous sommes partis d'une base qui était le socle commun. Les LR et ceux qui étaient les soutiens du président de la République. Et donc c'est là-dessus qu'il faut essayer de trouver un point d'équilibre. Émilie. Vous le disiez tout à l'heure, pour pallier à l'absence du budget 2025, il y a une loi spéciale qui vient d'être adoptée à l'Assemblée, qui va permettre la continuité de l'État et de pouvoir prélever des impôts. En revanche, il y a beaucoup de députés qui ont déposé des amendements pour pouvoir indexer le barème de l'impôt sur l'inflation. Tous ces amendements-là ont été rejetés. Il va falloir les reprendre tout de même pour le budget 2025 ? Oui, pour une raison simple. Je trouve qu'on a pris une mauvaise habitude à l'Assemblée nationale, et je l'ai vécu... encore récemment, c'est qu'on piétine, on marche allègrement sur la Constitution. Alors, certains ont le droit de ne pas aimer la Ve République. Mais qui sur la destitution du président de la République? Qui sur ce qu'on appelle l'article 40, qui impose qu'on ne peut pas déposer un amendement qui entraîne une dépense supplémentaire sans l'aval du gouvernement? Qui sur ce texte, la loi spéciale, elle est très précise, le Conseil d'État l'a rappelé, elle ne peut être que quelque chose qui est d'expédier les affaires courantes budgétaires. Et donc cette manie qu'on a dans ce pays depuis quelque temps, souvent sous l'impulsion de la France insoumise, de dire en fait la Constitution n'a pas d'importance, on peut faire absolument n'importe quoi avec la Constitution, c'est la règle commune qui protège. On peut la changer, qu'on peut la faire évoluer. La Constitution, oui. Attendons d'avoir des majorités pour le faire. Mais je trouve qu'il faut qu'on remette de l'ordre dans les idées dans ce pays. L'idée a été reprise par les socialistes. Très bien. C'est eux qui avaient dit on ne saisit pas le Conseil constitutionnel. Oui, mais comme ça c'est un curieux système dans lequel on dit on peut se saisir, mais on ne le saisit pas.
Et il y avait quelque chose d'assez curieux de voir tous ceux qui avaient voté la censure dire maintenant on fera plus de recours au Conseil constitutionnel, rassurez-vous. Enfin, que chacun prenne ses responsabilités. Le Conseil d'État conseille l'État, comme il porte son nom. Il dit que ça n'est pas constitutionnel. Il dit qu'il ne faut pas se mettre en risque constitutionnel. Parce qu'il y a un truc auquel il ne faut pas déroger, c'est qu'au 1er janvier, il faut que ça continue à tourner. Donc le risque que quelqu'un change d'avis, reconnaissons que la confiance qui peut être avec, par exemple, les élus de la France Insoumise peut être complexe. Le côté de je fais du déclaratif, je ne censure pas. Mais de toute façon, il me semble que dans ce pays, il faut qu'on réapprenne à vivre avec la Constitution de 1958. Cette espèce de manie qu'on a en permanence de dire on peut s'affranchir, on peut destituer pour aucun motif. On est saisi en conférence des présidents ou en bureau régulièrement d'une demande de destitution du président de la République qui n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution. On a laissé passer des amendements à 20 ou 30 milliards, y compris sur l'abrogation de la réforme de retraite, qui auraient dû ne jamais être examinés en séance. Et donc moi je suis partisan et artisan. Alors s'il faut réformer un jour la Constitution, faisons-le. Mais je suis partisan et artisan. J'ai soumis une idée l'autre jour, c'est qu'on ne puisse pas faire une motion de censure si on n'a pas une majorité alternative et un gouvernement à proposer. Système allemand, ce qui est un système un peu plus responsable, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, les règles sont appliquées, il y aura besoin de réindexer, mais il n'y a pas que ça, parce qu'au fond, dire on fait que la réindexation de l'impôt sur le revenu, pardon, je suis long, mais... C'était dire, on ne fait pas les mesures agricoles. Or, il y a besoin des mesures agricoles. C'était dire, il y a un certain nombre de mesures qu'on sacrifie en disant, on fait la réindexation, comme ça, on est quitte pour le compte. Non, il faut qu'on ait un budget pour qu'on puisse résoudre toutes ces questions-là et toutes ces questions budgétaires. Marc Fesneau, on a vécu une drôle de journée vendredi, le jour de la nomination de François Bayrou à Matignon. Un long entretien à l'Élysée, 1h45 de tête-à-tête entre François Bayrou et Emmanuel Macron, et beaucoup de flou. Quel récit vous en a fait, François Bayrou? Est-ce que vraiment le président lui a d'abord signifié qu'il ne serait pas nommé à Matignon? Le récit qu'en a fait François Bayrou, d'abord, il est assez peu prolixe des dialogues qu'il a avec le président de la République. J'ai compris qu'ils avaient eu un dialogue sur ce qu'était l'équation politique, et ce qui lui semblait à lui, François Bayrou, devoir être fait. Après, pour le reste, n'étant pas présent dans la pièce, et c'est tant mieux d'ailleurs, j'essaie de ne pas commenter ce à quoi je n'ai pas assisté, et encore moins les commentaires des commentateurs. Je ne parle pas de vous, mais en soi, il y a toujours des gens qui vous expliquent qu'ils ont eu... qu'il ait pu y avoir... mais ce n'est pas nouveau dans la relation entre François Bayrou et Emmanuel Macron, c'est depuis 2017, parfois des points de divergence sur un certain nombre d'approches. Mais après savoir la question, parce que je vois la question derrière la question, c'est au fond, est-ce qu'il lui a dit oui, est-ce qu'il lui a dit non, est-ce qu'il lui a dit non, puis il lui a dit oui. Moi, je ne rentre pas dans le détail de cette conversation-là, parce que je pense qu'au fond, désormais que François Bayrou est Premier ministre, c'est des questions qui sont, un peu derrière nous. Mais il y a déjà eu des dialogues avec le Président de la République, entre François Bayrou et le Président de la République, sur ce qui lui paraissait le mieux à faire. Voilà. Bon. Pour en revenir juste en quelques phrases sur le point de départ, l'immobilisme, vous pensez que François Bayrou a la capacité à la fois de réconcilier les Français et de réparer le pays, c'est-à-dire en gros d'apaiser et de faire des réformes, de transformer, de lancer des projets? Là, pour le coup, comme on était dans l'Himalaya, il faut le faire par étapes. Je pense que la première étape, c'est de créer une ambiance. Deuxième élément, c'est de regarder si on arrive à trouver une traduction budgétaire. Parce que la première étape de traduction de tout cela, c'est de montrer que budgétairement, on a pu trouver un chemin de convergence. Puis après, d'ouvrir, peut-être pas tous les chantiers, mais d'ouvrir un certain nombre de chantiers. Vous avez évoqué le chantier du mode de scrutin. D'ailleurs, Mme Le Pen n'a pas dit que c'était une urgence. Elle a dit qu'après le budget, c'était un... Mais c'est celui qu'elle a mentionné, vous avez tout à fait raison. Juste après le budget. Vous avez tout à fait raison. Donc il faut essayer de trouver les chantiers qui nous paraissent utiles. Moi, je pense que d'ailleurs, on a un sujet qui est peu un sujet de législation. Je pense que des lois, il y en a assez dans ce pays. On a un sujet d'action publique. Quand vous regardez les moyens qui ont été mis dans le Ségur de la santé, c'est plusieurs milliards d'euros, pour pas dire des dizaines de milliards d'euros. Et je crois que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, auraient tendance à dire qu'ils n'en ont pas vu la moindre avancée. Donc on a un sujet de déploiement des politiques publiques qui ne nécessite pas, y compris pour le parlementaire que je suis, de passer notre vie à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour les autres. Et donc je pense que c'est autour de ça. Et on n'est pas condamné à l'immobilisme. D'abord, on n'est pas condamné parce qu'on a nécessité de bouger sur un certain nombre de sujets. Et je pense que si on arrive à trouver d'abord une ambiance et une équation budgétaire, les deux étant liés, on peut peut-être trouver un chemin progressif de réconciliation, comme l'a dit Bayrou.
Pierre. J'ai une question d'actualité à vous soumettre, également aussi en fonction du périmètre qui était le vôtre il n'y a pas si longtemps. Une question sur laquelle devra sans doute se pencher le nouveau gouvernement. Un rapport confidentiel de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, que se sont procurés Le Monde et Radio France, met en lumière la contamination des ressources en eau de l'usine Perrier à Vergès dans le Gard et invite le groupe Nestlé Waters, propriétaire de la marque, à envisager d'arrêter sa production d'eau minérale. Des révélations qui ont évidemment provoqué la surprise ce matin à Vergès. Vergès vit surtout pour la sauce Perrier. Hein. Si la sauce Perrier ferme, Vergès, pour moi, est foutu. Ça emploie quand même beaucoup de monde. C'est quand même un symbole. La source, elle est quand même pas récente, quoi. Personne ne se plaint qu'il ait été malade du Perrier. Non ? Vous continuez à en boire? Moi, je continue à en boire, oui. Et je continue à en acheter. Selon Nestlé Waters, il ne s'agit que d'un rapport intermédiaire qui ne constitue pas une recommandation définitive. La préfecture du Gard doit se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la source Perrier au premier semestre 2025. Ça va être une décision lourde, et sur le plan de la santé et sur le plan économique. Oui, c'est des décisions qui sont très compliquées. Ce que je comprends de ce dossier, j'en avais entendu parler, même si je n'étais pas directement en charge au ministère de l'Agriculture, c'est qu'il y a un sujet de risque de contamination régulière par des bactéries. Il n'y a pas de cas avéré de gens d'ailleurs mais il y a un risque trop prééminent, si je peux dire, et donc l'ARS, en fait on est dans la transparence que je trouve assez saine, l'ARS produit un pré-rapport, elle discute avec l'entreprise, elle conseille plutôt, si je comprends bien dans ce pré-rapport, de dire qu'il faut envisager à terme que ces eaux ne soient plus des eaux qui aient une utilisation comme elles l'ont aujourd'hui pour Perrier. Alors Perrier, c'est une histoire ancienne, et une histoire ancienne dans le Gard en particulier. À date, il faut regarder ce que dira le rapport final, mais dès lors que c'est sur la table et qu'on est plutôt dans l'espace public, moi je pense que c'est une chose assez saine que les consommateurs soient au courant de ce qui se passe, des risques qui n'existent pas à date, mais des risques qui peuvent arriver à date, et que Perrier puisse se préparer aussi s'il y avait besoin à des évolutions. À date, difficile d'en dire autrement, mais là on n'est pas, parce que parfois, c'est pas du tout ce que vous avez fait, hein, pardon, pour être clair, on n'est pas du tout dans un scandale de quelque chose qui aurait été caché. On sait qu'il y a un sujet sur cette question de la source qui est très ancienne, je ne sais plus de combien de temps elle date, mais il y a très longtemps. Il y a d'ailleurs des cas où on a des sujets ailleurs, où des épuisements de ressources en eau. Ouais. Et donc on va avoir un sujet global, et je pense qu'il faut poser sur la table, du statut et du devenir des eaux minérales, alors que c'est un énorme volet économique de l'agroalimentaire en France. On sait qu'on a des sujets, parce qu'il y a de l'eau qui est plus rare, ou qui est excédentaire, ou des sujets comme ceux de Perrier. Donc on va attendre, moi je pense qu'il faut attendre le rapport final, qui sera évidemment rendu public, et qui dira à Perrier et à l'ensemble des acteurs ce qu'on peut faire. Merci Marc Fesneau.